Bonsoir. Bonsoir à tous. Je laisse tout le monde se connecter. Bonjour Betty, bonjour Dorothée, bonsoir Nathalie. Alors maintenant j'arrive à reconnaître des pseudos parce qu'avec le premier confinement on avait l'habitude. Bonsoir Atika. Et puis après il y a d'autres pseudos que je ne connais pas encore, je ne sais pas à qui ça correspond. Donc il est 32, on va attendre encore 1-2 minutes puisque j'ai reçu des messages de personnes qui allaient se connecter là d'ici très peu de temps. Ah oui, moi aussi je suis contente de tous vous revoir. J'aurais tellement préféré vous revoir en vrai à l'atelier cuisine ou à la conférence de dimanche dernier pour le film Vivante. Malheureusement on est encore confinés. Donc les rendez-vous vont se faire à distance. Bonsoir Patricia. Les rendez-vous vont se faire à distance, aussi bien pour les lives que pour les ateliers en ligne, et je vais vous en parler après. Bonsoir Aurélie. Bonsoir Émilie. Je crois que ça c'est Hélène. Bonsoir Hélène. Allez, il est 33, je commence à 34. De toute façon, je vais sauvegarder la vidéo, je la posterai après sur YouTube, comme ça les personnes qui n'ont pas pu se connecter pourront la revoir plus tard. Bon, c'était vraiment histoire de se retrouver, de faire un petit rappel avant de commencer les recettes demain. S'il y a des questions, vous n'hésiterez pas à me les poser. J'essaierai de les lire en même temps que je vais vous parler. Je vais vous reposter tout à l'heure les recettes de demain. Donc on va faire 2 recettes, une à 11h et une à 15h. Et je vous reposte la liste des ingrédients. Bonsoir Chloé. Allez. Donc j'ai voulu ce rendez-vous ce soir pour vous faire ce qu'on va dire une petite piqûre de rappel, et puis pour les on va dire les nouvelles personnes qui nous rejoignent, refaire quand même un point sur l'importance alors de bien manger bien entendu, mais surtout l'importance de bien choisir les ingrédients, les ustensiles de cuisson. Et puis je vous rappellerai aussi de ce qui peut vraiment nuire à la santé. Donc, l'atelier cuisine n'a jamais pu rouvrir depuis ce confinement, et même depuis maintenant le mois de février. Donc, à toutes les personnes, parce que je commence à reconnaître là les pseudos, qui avaient commandé et reçu le vitaliseur. On n'a pas pu faire cette journée dédiée à la découverte du vitaliseur à l'atelier de cuisine, puisque je n'ai pas pu vous recevoir à plusieurs, et que pour moi il est absolument impossible de cuisiner avec un masque. J'ai besoin de voir les visages, j'ai besoin de vous voir goûter, de vous voir sentir, de vous voir échanger, et cuisiner avec un masque c'est absolument impossible. Chez vous, vous n'êtes pas masqué pour cuisiner. Donc du coup ce rendez-vous on va se le faire à distance, en visio. Toutes les personnes qui avaient commandé le vitaliseur, donc je vais vous envoyer les dates et on se connectera à distance.
Et on découvrira le vitaliseur, voilà, par écran interposé, mais toutes mes astuces pour bien l'utiliser, toutes mes astuces pour optimiser au maximum un maximum de recettes et ne pas se contenter de cuire uniquement son brocoli. C'est vraiment dommage de ne pas utiliser toutes les possibilités que nous offre le vitaliseur, et je vais y revenir après. Donc je vais vous envoyer d'ici ce week-end, une fois que je vais avoir finalisé les dates et surtout les possibilités de faire ces ateliers en ligne, je vous envoie à tous, en tout cas à toutes, mais j'ai quand même 2 hommes, donc je vais dire à tous, les dates et les thèmes qu'on abordera, puisqu'on l'abordera en plusieurs fois. Je ne vais pas faire une journée complète à distance, on fera 4 fois 2 heures, je pense, ou 5-6 fois 1 heure, 1h30, mais on s'adaptera en tout cas aux possibilités de chacun. Donc, ce soir, je vais vous parler de l'importance de bien choisir ses ustensiles de cuisson, puisque comme je vous le dis souvent, et pour ceux qui me connaissent, vous savez ce que je vais vous dire, que manger, bien entendu que c'est important pour être en bonne santé, mais avant de manger, il va falloir faire ses courses, et ses courses, c'est le premier acte santé. Bien faire ses courses, c'est pas remplir son caddie de choses qu'on pourrait penser saines, parce que souvent les gens que j'accompagne me disent « oui, mais je fais mes courses en magasin bio ». Alors, il y a les courses dans les magasins bio indépendants, et puis il y a les courses dans les grands magasins bio, dans les rayons bio des supermarchés. Et là, ça n'a absolument rien à voir. Le bio industriel n'est pas du bio de petits producteurs, de petits récoltants. Ça n'a vraiment rien à voir. Il y a la provenance déjà, il y a la qualité des produits, il y a la façon dont ils ont été transformés. Vous regarderez maintenant en magasin bio, vous retrouvez exactement les mêmes choses qu'en supermarché, sauf qu'il y a le logo bio. Et pour beaucoup, le logo bio est un gage d'alimentation saine. Alors que non, c'est juste un logo qui vous garantit, pour certains cahiers des charges, qu'il n'y a pas de pesticides, pas d'engrais, pas d'insecticides et pas d'OGM. Et après, suivant la provenance, les cahiers des charges sont un petit peu plus laxistes sur ça en tout cas. Donc le bio, et moi je suis plutôt une pro-bio, c'est choisir, oui, la provenance, donc France le plus possible. Choisir de saison, on ne va pas aller acheter des fraises, en ce moment je vois des fraises et des framboises, non, c'est absolument pas la saison. Donc choisir de saison. L'épicerie sèche, en tout cas, il faut essayer la plus possible de l'avoir bio. Et après, ces fruits et ces légumes, on peut avoir quand même une majorité bio chez les petits producteurs, chez son petit maraîcher qui n'a pas la possibilité d'acheter, en tout cas, le label bio, qui va être en agriculture raisonnée, qui va faire très très attention à la façon dont il cultive ses fruits et ses légumes. Et puis on peut alterner effectivement avec le marché où vous avez des maraîchers qui sont là, et c'est essentiellement France. Alors en ce moment ils n'ont pas grand chose puisque c'est la saison qui veut ça, même si on a encore la chance d'avoir, alors je ne sais pas si c'est une chance ou une malchance, mais d'avoir un temps plutôt agréable. On avait encore 20 degrés hier, donc on repousse un petit peu plus la saison, mais là on va vraiment rentrer sur la saison des choux, des courges, poireaux, navets, pommes de terre bien entendu, carottes. Donc plus on va avancer là dans la fin de l'automne, début de l'hiver, moins on va avoir de choix. Mais en tout cas, il faut profiter de ces légumes parce qu'ils correspondent, c'est ce que je vous dis toujours au cabinet, les légumes et les fruits de saison correspondent aux besoins que nous avons pendant cette saison. Donc c'est très important de consommer de saison. Et de temps en temps, si vous avez envie de vous faire plaisir avec un fruit exotique, parce que beaucoup me disent aimer les fruits exotiques, oui, vous faites plaisir, mais par contre, pas tous les jours. Donc ces produits, le premier acte santé, donc, c'est de faire ses courses. Les courses, c'est quoi? Alors, je vais vous donner ma liste du placard idéal. Certains l'ont déjà reçu par mail de personnes que j'accompagne au cabinet, en consultation, qui ont pris des défis. Je vais vous les répéter. Donc, si vous ne voulez pas les noter, vous me faites un petit message tout à l'heure, je les enverrai par mail. Bien entendu, on va commencer par les huiles. Il faut avoir des huiles de première pression à froid, bio le plus possible, et local quand c'est encore possible. Donc l'huile d'olive, on a quand même la chance d'en avoir en France. Après, on peut aller vers, moi ma préférée c'est celle qui vient de Grèce et de Crète particulièrement. Portugal, on a aussi une très très bonne huile d'olive. Donc huile d'olive, huile de chanvre. Alors, vous doutez bien la marque que je vais vous montrer, c'est la fameuse huile de El Chanvre. En trio, on va rajouter l'huile de noix.
l'huile de noix. Moi, elle est au frigo puisqu'elle est ouverte. C'est celle de chez Vigeant. Ça, c'est mon trio. Ensuite, on va voir l'huile de coco. Donc, j'en ai plus, il faut absolument que j'aille en chercher demain matin pour faire la recette puisqu'on va en avoir besoin. Ensuite, on va avoir le ghee, ce fameux beurre clarifié, qui est un beurre qui nous vient de l'Ayurveda. Et c'est un beurre qui résiste à des très hautes températures. Et on en fabriquera sur les prochains lives, je crois que je l'ai programmé pour la semaine prochaine. On apprendra à fabriquer un ghee, c'est très facile. Ensuite, on va avoir le vinaigre. Et le vinaigre, dans ces cas-là, il faut prendre un vinaigre de cidre non pasteurisé. Donc, il va avoir ce léger trouble au niveau de la bouteille. Et bon, c'est celui que je commande moi chez Casidomi, c'est celui-ci. Mais voilà, vinaigre de cidre pasteurisé. Si je vais trop vite, vous me dites. Ensuite, on va aller vers les farines. Donc les farines, pour ceux qui ne sont pas intolérants au gluten, vous allez toujours vers des farines bio, de blé, semi-complète ou complète. On va éviter toutes les farines blanches et j'y reviendrai tout à l'heure. Donc, en farine. Farine de riz complet, d'ailleurs on va la travailler demain dans le gâteau qu'on va faire à la patate douce. Bon, je ne les ai pas toutes sorties, mais farine de souchet, farine de lupin, farine de sarrasin. On a aussi la farine de pois chiche que je n'ai pas sortie, farine de patate douce, farine de châtaigne. Bien entendu la fameuse fécule de pommes de terre, puisque quand on travaille des farines sans gluten, il faut quand même avoir on va dire des choses qui vont nous aider à avoir des textures qui vont se rapprocher d'une texture si on utilisait du gluten. Donc vous savez que je vous dis toujours d'éviter, en tout cas de supprimer de votre alimentation tout ce qui est à base de maïs. Donc on va aller plutôt vers de la fécule de pommes de terre que de la fécule de maïs. Bien entendu, on pourra aussi se servir de l'arrowroot que je n'ai pas sorti et qu'on utilisera dans les prochains lives très certainement. Toujours de l'agar-agar, puisqu'on va refabriquer des yaourts végétaux fermentés et on aura besoin d'agar-agar. Coucou Catherine. Donc on a la Grèce qui vient de nous rejoindre. Ensuite, on va utiliser bien entendu en épicerie sèche toutes les légumineuses. Donc les lentilles corail, lentilles beluga, lentilles vertes, lentilles du cuit, les pois cassés. Qu'est-ce qu'on va utiliser d'autre? Les haricots rouges, les haricots blancs, les fèves. Pour la recette de demain, on va utiliser des pois cassés et je vais vous rappeler pourquoi il va être important de les tremper dès ce soir. Dans l'épicerie sèche, bien entendu, le riz. On va l'utiliser demain pour la recette. Donc, je vous ai mis de prendre un riz basmati semi-complet. Donc, j'ai reçu plein de messages de personnes qui me disaient ça n'existe pas. Mais si, ça existe. Je vais vous le montrer puisque je suis allée en chercher exprès. Donc, on est sur un basmati semi-complet. Il existe même du complet. Le fameux riz que je vous montre toujours, parce que c'est mon chouchou, c'est le fameux riz canard des rizières. Donc celui-ci, c'est un riz semi-complet. Il existe aussi un riz rouge complet. Donc vous pouvez l'acheter directement sur leur site. Donc on est sur un riz bio de Camargue. Et on le conserve au réfrigérateur pour éviter que les petits charançons se développent. Ensuite, on a le quinoa. Et je vous rappelle qu'on a du quinoa français. Donc privilégiez le quinoa français pour le laisser au Pérou et en Bolivie pour éviter que ça fasse augmenter les prix. Tu le trouves ton riz basmati semi-complet. Et ben, ce matin, j'ai fait tout le tour des magasins bio puisqu'on me disait que pour la recette de demain, on ne trouvait pas les épices que j'avais conseillées, le garam masala. Donc Naturalia l'avait. Donc dans les rayons des riz, vous avez beaucoup de riz semi-complet, complet, mais là, les riz blancs étaient en rupture, mais pas les autres. Donc en magasin bio, vous allez trouver le riz semi-complet. Il y a même du riz au jasmin semi-complet. Vous les trouvez très facilement. Quinoa, sarrasin, en céréales bien entendu. Le fameux kasha, je vous en parle très souvent, c'est le sarrasin qui a été torréfié. Donc on peut simplement le saupoudrer dans les salades, sur les légumes, sur les soupes. Ça va avoir un petit goût fumé croquant. On n'est pas obligé de le cuire pour le consommer. Ensuite, on va aller vers toutes les purées. Alors, je ne les ai pas toutes sorties, mais purée de sésame semi-complet, purée d'amandes, purée de cacahuètes, purée de cajou. Quand vous achetez ce genre de purée ou de beurre, il est très important de regarder déjà
si ça a bien été séché à basse température et broyé à la meule, en pierre de préférence, mais surtout au niveau des ingrédients. Je ne vous parle pas des analyses nutritionnelles. Au niveau des ingrédients, il est très important d'aller regarder la composition. Là, je suis sur un sésame semi-complet. Ma composition, c'est sésame complet à 50%, sésame pelé 50%. Et c'est tout. Je n'ai rien d'autre en ingrédients. Pareil pour ma purée d'amande. C'est 100% purée d'amande. J'ai quelqu'un que j'accompagne qui est allé faire ses courses, qui m'a envoyé les pots de ses purées. C'était en premier ingrédient sucre, deuxième ingrédient huile, troisième ingrédient amande. Ce n'est plus de la purée 100% oléagineux. Donc on évite d'acheter ce genre de purée de cacahuètes ou de purée d'amande. Une purée d'oléagineux, c'est uniquement l'oléagineux et toute l'huile qui remonte, c'est l'huile de l'oléagineux puisque c'est du gras à la base. Hein. Donc quand vous ouvrez le pot, vous remuez, vous allez ce qu'on appelle homogénéiser le tout en remuant bien. Vous pouvez le consommer même tartiné sur une bonne tartine de pain au levain. Jean Hervé, oui. Alors Jean Hervé, j'aime bien Damiano. En autre marque, j'en ai plein. J'ai Gonneuse, je vais toutes vous les sortir, vous allez voir, mais j'en ai beaucoup. Alors je peux pas vous sortir tous mes placards, hein, mais j'aime bien aussi Perlamande. La marque Gonneuse, qui est très très sympa. C'est des Lyonnais. Donc en magasin bio, il est très important de regarder, toujours, même quand vous êtes habitué à un produit, faites très attention, il y a régulièrement des changements au niveau de la composition des ingrédients. Donc quand vous achetez un produit, moi je regarde tout le temps. Broyage à froid, ok, sur meule de pierre, sans chauffage, parfait. Et l'ingrédient de celle-ci, j'ai que de l'amande, je n'ai rien d'autre. L'analyse nutritionnelle, c'est une chose, mais ce qu'il faut regarder, c'est la composition, le détail des ingrédients. C'est ça qui est extrêmement important. Donc, une fois qu'on a fait les purées d'amandes, purée d'oléagineux en tout cas, les miels, bien entendu, il faut aller vers des miels non chauffés. Donc, je pense particulièrement... Alors, j'ai plein de miels différents, hein. Mais je crois que Mélodie, oui, Mélodie, je l'ai vu. Voilà. J'en ai plus beaucoup du miel de Nicolas. Donc ça, c'est un miel qui est récolté juste à côté d'ici, dans le 77. Mais c'est très important d'aller vers des miels non chauffés, France le plus possible. En ce moment, si vous arrivez à trouver du miel de thym, c'est une chance. Mais les miels, particulièrement en ce moment, on les utilise pour prendre les huiles essentielles. En pouvoir sucrant, bien entendu, on a tout ce qui va être à base de sucre de coco, de rapadura que j'ai pas sorti. Sirop de coco, c'est un sucre liquide. Je n'utilise jamais le sirop d'agave. Donc, sucre de coco liquide, ça existe. En sucrant, donc je vous ai dit, le rapadura, bien entendu, le sucre de coco. On évite les sucres blancs et je vais y revenir après. Toutes les crèmes d'avoine, crème de riz, crème d'amande qui vont vous servir à travailler quand vous êtes intolérant aux produits laitiers. Et surtout, ne pas utiliser tout ce qui va être à base de soja. Et je vais revenir dessus juste après. Pourquoi éviter le soja? C'est comme le maïs, c'est vraiment deux choses à éviter. Mais je vous dirai quel type de soja vous allez pouvoir consommer. Donc tout ce qui va être végétal, je vous le répète, lait d'amande, lait d'avoine, lait de chanvre, et vous allez trouver les crèmes qui se déclinent, les yaourts pareil, lait de coco bien entendu, crème de coco, et j'ai oublié le sirop d'érable dans les sucrants. Sucre de coco non raffiné bien sûr. Je sais pas où je l'ai mis parce que je suis rentrée juste avant de me connecter, mais en sucre de coco, oui. J'ai même la fleur de sucre de coco, moi. Oui, si je dépasse pas le timing, j'enregistre le live et je le posterai sur YouTube après. Qu'est-ce qu'on peut avoir encore dans la liste de cours du placard idéal? Toutes les poudres d'amande, et on va les utiliser d'ailleurs demain dans le gâteau de patates douces. Donc poudre d'amande, poudre de noisette. Après, si vous avez un robot qui vous permet de les transformer, c'est possible aussi, hein. Alors, sucre de date, oui. On a le sirop de date aussi, Tika, mais c'est vrai qu'on a du mal à le trouver.
Donc quand j'envoie ma liste de courses du placard idéal, j'essaye de faire des choses qui sont plutôt simples à trouver, surtout qu'en général, c'est des gens qui commencent l'alimentation saine, santé. Donc, si je commence à mettre sirop de date et qu'en premier, je ne mets même pas le rapadura, là, ça va être au secours, je vais les perdre. Hein. Sucre de coco, ça ne sucre vraiment pas beaucoup. Ça sucre pas beaucoup, certainement au niveau du goût. Donc, il faut réhabituer le palais. Tout à l'heure, j'ai refait un test du gâteau que je vais vous proposer demain. Donc il a plu, parce que je suis rentrée, il n'y en a plus que la moitié. Hein. Je n'ai absolument pas mis de sucre dedans. Puisque j'ai la patate douce qui va sucrer, naturellement. Il y a la pomme qui va sucrer. Et je vais mettre... moi, je mets toujours de la cannelle. J'adore la cannelle. Donc je mets de la cannelle, je mets toujours des épices. Mais je n'ai pas trouvé nécessaire de mettre en plus du sucre. Comme le gâteau que je vous ai posté ce week-end, je n'avais pas mis de sucre dans l'appareil, puisque en plus, ma fille a mis du chocolat praliné dedans. Donc... il faut éviter de toujours avoir ce besoin de sucrer. Je vous dis tout le temps, il va falloir vraiment se déshabituer, se déprogrammer de toutes vos habitudes, vos croyances qui sont ancrées depuis toujours. Hein. Mais moi, je trouve que le sucre de coco, sucre. Après, c'est une habitude au niveau du palais. Mais il ne faut pas en mettre beaucoup. C'est pas parce que vous trouvez qu'au niveau du palais, il sucre moins qu'il faut en rajouter encore plus. Hein. Il faut habituer le palais petit à petit. Les chocolats. Bon, bah, vous doutez, je vais vous parler du chocolat de Ro, de chez Ro, chocolat cru qui doit être par ici. Où est-ce que je l'ai mis? Alors, il y a les tablettes, mais il y a aussi le chocolat pour pâtisser. Le chocolat que je trouve aussi pas très loin d'ici à la guinguette, c'est celui de chez Bouga. Bouga Cacao. C'est du chocolat, il n'y a rien d'autre que du chocolat dedans. Il n'y a même pas de lécithine de soja, il n'y a absolument rien. Donc il est très important, même pour du chocolat, d'aller regarder la compo. Là, je suis sur un chocolat 68%. Donc quand je regarde la compo, j'ai des fèves de cacao crues, j'ai du beurre de noix de coco, j'ai du beurre de cacao et j'ai du sucre de coco dedans. Je n'ai absolument rien d'autre. La composition de vos ingrédients, c'est vraiment... les applications, vous savez que je suis contre les applications en tout genre. Mais la meilleure application qui existe pour savoir si c'est bon ou pas à déjà acheter avant de savoir si c'est bon à manger, c'est les yeux, la tête. Il faut que ça vous serve à réfléchir. Toutes ces applications sont uniquement là pour vous éviter de trop réfléchir et de surtout pas réfléchir. Vous savez ce que je pense du Nutri-Score, je vous pose souvent des choses dessus. J'ai toujours pas compris comment des céréales ultra transformées pouvaient avoir un score B, alors que d'autres choses qui sont très saines vont avoir des scores C, D et peut-être même E. Il faut juste regarder la composition et vous allez comprendre de vous-même. C'est vous qui donnerez les notes après à vos ingrédients. Bien sûr du tartare d'algues. Alors on me dit, bah, vous n'avez pas tout ça dans votre frigo. Hop, j'ouvre mon frigo. Ah, si, j'ai toujours du tartare d'algues. C'est avec ma marque Chouchou, c'est bord à bord. Donc là, j'en ai à la provençale. Là, je l'ai au poivron grillé. Qu'est-ce qu'il faut encore dans son placard? En tout cas, là, pour le coup, c'est dans le frigo. Pas toutes les graines germées. À germer. Et on fera un live là-dessus. Hein. Donc là, j'ai un mix de protéines. J'ai les fameux haricots mango. Il faudra que je vous parle bien entendu du soja et de la différence entre le haricot mango et le soja. On va bien sûr avoir toutes les graines de chanvre. Tout à l'heure, j'ai même oublié de vous parler de la farine de chanvre, mais c'est tellement évident pour moi, vous voyez que j'ai oublié de vous en parler. Farine de chanvre, donc les graines de chanvre, mais après des petits mélanges comme ceux qu'on a de chez Spirunix avec des algues. Tous les oléagineux, les amandes, les noisettes, les cajous, les pistaches, les cacahuètes, les pignons de pain, même s'ils sont très très chers. Donc voilà, il faut en avoir dans tous vos petits contenants en verre. Tout ça, ça va être vraiment des aides culinaires. Ensuite, on va voir les flocons. Les flocons peuvent servir à faire des galettes ou à faire des recettes. Flocons d'avoine, flocons de quinoa, flocons de châtaigne, flocons de pois chiches, il y en a beaucoup. Les petites graines de chia, bien entendu. Pareil, les graines de chia, on en a des France, hein, donc privilégiez les graines de chia voilà, françaises avant tout, qui coûtent absolument pas plus cher.
Dans les flocons, je vous dis toujours, les flocons d'avoine, privilégiez ceux qui ont le logo de l'Avdiag. Le logo de l'Avdiag va vous certifier qu'il n'y a pas de trace de gluten. Ça, c'est pour ceux, parce que j'en ai vu quelques-uns se connecter qui ont vraiment des grosses intolérances au gluten. Donc, flocons d'avoine, si vous l'en consommez, oui, mais avec le logo de l'Avdiag. Vous allez le reconnaître, c'est un épi de blé barré. En général, c'est rouge. Toutes les épices, curcuma, muscade, curry, gingembre, cannelle, tous les mélanges de chez Aromandise, toutes les épices de chez Solsemilla, les bouillons, je vous ai sorti le nopal. Ça, c'est vraiment des choses qui vont vous faire voyager. Et le riz qu'on va préparer demain, il n'y a rien de plus basique que du riz. Mais autant vous dire que demain, on va vraiment voyager en Inde avec toutes les épices qu'on va utiliser pour parfumer notre riz. Bien entendu, les œufs et des œufs bio. Pour ceux qui voudraient manger des yaourts végétaux, évitez-moi ces yaourts de soja. Faire ces yaourts soi-même, c'est pas compliqué. On en fera très prochainement des végétaux et des fermentés. Bicarbonate alimentaire, bien sûr. Le psyllium, ça peut toujours aider dans ces préparations, et particulièrement les préparations sans gluten. Les épices, c'est acide. Oui, Nathalie, sauf que les épices, on ne va pas utiliser 80% de l'assiette. Je vous rappelle que tout ce qui est acidifiant peut être consommé jusqu'à 20% de l'assiette. Donc les épices, on en utilise très peu. Mais les épices, ça permet de voyager. Donc c'est important de voyager avec le palais. Moi, je préfère mettre des épices que manger un mauvais morceau de viande. Comme j'en mange pas, je préfère mettre encore plus d'épices. Mais voilà, Gomasio, bien sûr, Attica. Et ça, on va en prendre en fabriquer soi-même avec le sésame. Il n'y a rien de plus simple que de faire du Gomasio. Tout à l'heure, je vous parlais du soja. Pour ceux qui ne mangent plus de viande, plus d'œufs et plus de poissons ou très très peu, vous pouvez consommer du soja, mais sous une seule forme. C'est le soja fermenté, le tofu lacto-fermenté. Bon, là, j'en ai à l'ail des ours. Il est français, il est bio et il est lacto-fermenté. Vous allez pouvoir consommer du tempeh. Vous allez pouvoir consommer la fameuse sauce tamari. On est sur du soja fermenté. Je suis pas très loin, je reviens. Je suis juste dans mon frigo. Donc la tamari, c'est du soja fermenté. Et bon, le natto, il n'est pas très connu. C'est peu connu en France. C'est une pâte de soja qui ressemble à de l'aligot quand on la tire comme ça. Bon, c'est un goût particulier, mais c'est extrêmement riche en vitamine K2. Enfin, c'est vraiment... c'est ce que j'appelle ces alicaments. C'est que du bénéfice pour la santé, mais c'est pas dans notre culture. Bien entendu, tous les légumes lacto-fermentés, et ça on va en refaire, et je vais vous faire des ateliers vraiment dédiés à la fermentation. On va décliner beaucoup de choses en fermentation. C'est vraiment une base pour pouvoir se nourrir sainement. Quand on parle du blé, parce que j'ai reçu pas mal de messages avant, oui, mais vous ne parlez jamais de pâtes à base de blé. Ah, non, mais vous pouvez quand même en consommer si vous n'êtes pas intolérant, si vous n'êtes pas sensible, mais vous n'allez pas vers des pâtes type, faut que je cite 3 marques, alors Panzani, Barilla, Lustucru. Et en tout cas, vous évitez toutes ces pâtes cuisson 3 minutes. Aucun intérêt de consommer ça, ça a des index glycémiques extrêmement hauts. Là, je vous avais fait un petit post la dernière fois. J'avais eu une information par une de mes consultantes, je crois qu'elle est connectée, Hélène, de quelqu'un qui passerait à nos gens. Ça s'appelle Pastéole, c'est artisanal, c'est alors local, ça vient de la Beauce. Ils cultivent leur blé, ils ont un moulin à côté de chez eux, ils transforment, ils font leurs pâtes. Et là, on est sur un blé, un vrai blé, un blé dur, cultivé en France, on sait d'où ça vient, on sait comment c'est transformé. Celle qui prend 3 minutes, ça doit être une cuisson sur 13 minutes. Mais pour ceux qui veulent manger des vraies pâtes à base de blé, il faut aller vers ce genre de marque. J'ai vu le pollen de cyste passer plusieurs fois. Alors je vais dans mon congèle, je vais pas très loin. Bien sûr, le pollen. Alors là, j'ai de l'aubépine, puisqu'il est très riche en protéines végétales. J'ai du cyste, parce que j'ai tout le temps du cyste. Ça, c'est celui que vous pouvez prendre en ce moment. Riche en probiotiques, c'est le protecteur de la sphère digestive. Donc avec tout ce qui se passe en ce moment, on a plutôt l'intestin un petit peu sensible. C'est le siège des émotions avant tout. Donc pollen de cyste. Alors, je ne le mets pas dans la liste du placard idéal parce que ça se conserve au congélateur. Mais effectivement, ça fait partie
Ça fait partie en tout cas des alicaments à avoir dans sa cuisine. Alors, j'adore la cuisine asiatique, la cuisine coréenne, la cuisine japonaise. Je vais vous faire un atelier spécial Asie, parce que c'est une cuisine qui a beaucoup de goût, beaucoup de saveurs, et oui, la fermentation est très présente. Ils en mangent tous les jours. J'ai eu il n'y a pas très longtemps une consultante japonaise, elle mange des aliments fermentés dès le matin au petit déjeuner. C'est une culture qui sait comment manger sainement pour préserver sa santé. Et voilà, on a beaucoup à apprendre de ces cultures, même si les nouvelles générations tendent à vouloir manger comme les Européens et comme les Américains. Et c'est dommage. Bonsoir Alain. Donc je pense vous avoir fait la liste, en tout cas, des choses basiques à avoir. Je vous les écrirai. Ceux qui veulent vraiment recevoir la liste, vous me faites un petit message et je vous l'envoie. Après, les marques chouchou, vous savez qu'on peut très facilement... Bon, Elchambre, on les trouve chez Elchambre, même s'il était passé là en région parisienne, puisqu'on n'a pas eu le salon de Marjolaine. Mais il était passé, j'en ai profité pour faire un stock. Mais voilà, c'est des basiques à avoir dans son placard. Mais on se fait son placard petit à petit, c'est pas la peine en une semaine de vouloir tout acheter, parce que ça représente quand même un budget, donc on y va petit à petit. Et après on a vraiment toujours cette base qu'on fait tourner, et puis ensuite on va juste chercher ses fruits et ses légumes au magasin bio ou chez le petit producteur. Bien entendu, toujours avoir du kéfir et du kombucha, ça aussi c'est important. J'ai pas vu les questions juste d'avant, ça passe très très vite. À part les bowls, les yaourts peut-être, ou salade. Alors je sais pas pourquoi Tika. Bon, je reverrai les questions après, j'essaierai de vous répondre les uns après les autres. Donc une fois qu'on a cette base, en tout cas que ce premier acte de santé est franchi en achetant les ingrédients, il va falloir les transformer. Et pour les transformer, ce serait dommage d'avoir du bio, une bonne base, mais de la transformer au micro-ondes, dans du plastique, dans du Tefal, dans des revêtements anti-adhésifs, dans de la céramique, de la mauvaise céramique. Il est quand même fou qu'en 2020, les ustensiles de cuisine soient vraiment la dernière roue du carrosse dans les cuisines. Ça a dû vous arriver d'aller manger dans la famille chez des amis où les poêles Tefal sont dans des états absolument incroyables. C'est malheureux parce qu'on va faire très attention à sa voiture, oui au téléviseur, oui à son téléphone. On va faire très attention à choisir son sac à main, sa paire de chaussures. Mais par contre, le basique de sa cuisine, on va vraiment l'oublier. Ça, c'est dommage. Pourtant, c'est vraiment un achat qui en vaut la chandelle et c'est pas cher du tout à la base parce que un bon ustensile va être inusable et c'est un très bon investissement. Quand je regarde le prix des poêles en Tefal, c'est quand même très très cher. On est sur 30-35 € suivant la dimension et suivant le feu sur lequel on va pouvoir mettre sa poêle. Donc les plus chères, c'est celles qui vont sur l'induction. Donc une poêle Tefal, c'est, allez, on va dire, moyenne de 30 €. Vous la changez 1 à 2 fois par an, on est déjà à 60 pour une poêle. Si vous changez régulièrement vos poêles, vos casseroles, vous avez au moins 150 € par an qui part dans ce genre d'ustensile, voire plus. Donc ça, il faut le bannir de sa cuisine parce que déjà, ça dégage énormément de particules, ça va contaminer vos aliments et ça va apporter énormément de mauvaises choses à l'intérieur de l'organisme. Il faut se diriger absolument vers de l'inox. L'inox, il est composé d'acier avec 18% de chrome et 10% de nickel, d'où son appellation inox 1810. Attention, l'acier inox chirurgical, ce n'est qu'un argument purement commercial et marketing, ce n'est pas de l'inox 1810. Ça doit être marqué 1810. On peut bien sûr aller vers de la fonte, mais uniquement de la fonte en fer et pas de la fonte en aluminium. Et c'est bien souvent de la fonte d'aluminium que vous allez trouver. Ce matin, j'ai reçu des messages concernant les crêpières. On me dit, oui, mais moi, si je veux faire des pancakes, des crêpes, des œufs au plat, je fais quoi? Alors, vous allez vers, effectivement, une crêpière en acier ou en fonte. La marque de Buyer, DEBUYER, en fait, ça coûte moins de 30 € suivant la dimension de votre feu.
Et ça va durer également toute une vie, c'est inusable. Donc dans votre cuisine, en ustensiles de l'inox, du verre. Souvent on me dit, mais Sophie, vous avez du Tefal chez vous? Non, j'ai pas de Tefal. Mes moules sont en verre, tous mes moules sont en verre. Mes poêles, bah voilà, je ne vous ai pas toutes sorties, mais mes poêles et mes casseroles, c'est de l'inox. Et ça ne sert à rien d'avoir toute une série. On n'achète pas 5 poêles, 5 casseroles. Parce que finalement, vous utilisez toujours la même dimension. Parce qu'à la maison, si vous êtes une famille de 5, vous n'avez jamais utilisé les petites poêles qu'ils mettent là dans les séries ou les petites casseroles. Vous utilisez toujours en général la même base. Donc on s'achète une poêle, une casserole. Et en plus, ça prend moins de place dans les placards. Moi, je préfère avoir plus d'aliments sains de base dans mes placards que d'avoir 5 poêles, 5 casseroles et 5 faitout et tout le reste. Ensuite, quand on a de l'inox, bah, ces ustensiles, on va utiliser soit des ustensiles en inox, soit des ustensiles en bois. J'essaie de lire en même temps. La fonte, du coup, je vous y ai répondu. Fonte en fer, oui, mais pas fonte en aluminium. Hein. Donc là, on parlait des revêtements. Ensuite, on va cuire ces aliments. Mais on ne va pas les cuire n'importe comment. On va éviter de les cuire à trop haute température. Donc, vous savez où je vais en venir. Donc, on m'a beaucoup posé de questions depuis ce premier confinement. On a fait les lives en direct de ma cuisine. On m'a beaucoup posé de questions sur ce fameux vitaliseur de Marion. Vous avez été beaucoup déjà à investir et vous en êtes plutôt content puisque je reçois beaucoup de messages et beaucoup de vos photos. Alors, ce vitaliseur de Marion, pourquoi il est important de l'avoir dans sa cuisine? Parce que c'est un cuit-vapeur déjà en inox. Il n'est pas en plastique. Et pourquoi celui-ci particulièrement? Parce que il a, on va dire, une très grande base, donc il va permettre à la vapeur de circuler. Il a un seul tamis et il a son couvercle. Donc, je vais vous le montrer pour ceux qui ne le connaissent pas. Donc, pourquoi il est important d'avoir ce type d'appareil? Souvent on me dit, oui, mais ça ressemble à un couscoussier. Effectivement, ça peut y ressembler, mais ça n'a rien à voir avec un couscoussier. Déjà, la hauteur de sa cuve est très importante. En fait, les aliments ne sont jamais en contact avec l'eau de cuisson. Quand on va mettre de l'eau dans le vitaliseur, on n'en met jamais plus de la moitié. Donc, ce qui va faire qu'à l'ébullition, ce n'est pas l'ébullition qui va venir cuire ce qu'il va y avoir dans le tamis. Contrairement à beaucoup d'appareils qui vous disent que ça cuit à la vapeur, mais déjà les cuves sont très basses, donc forcément quand l'eau est à ébullition, c'est ce qui vient détremper ici, et en fait c'est l'ébullition qui cuit vos aliments, pas la vapeur. Le contact de l'eau, ce que je veux dire quand je vous parle d'ébullition. L'eau qui va être en ébullition va apporter une production de vapeur intense et une cuisson rapide. Le tamis, il a des gros trous, contrairement à un couscoussier. Les couscoussiers ont des tout petits trous. Donc les trous vont permettre une meilleure diffusion de la vapeur douce et une cuisson rapide et homogène. Et ensuite, on va avoir ce fameux couvercle qui est très incurvé et qui, bombé, qui permet à l'eau de condensation en fait de ruisseler le long des parois du couvercle et de retomber dans l'eau de cuisson sans délaver, sans contaminer, en retombant sur l'aliment. Souvent, les cuves-vapeurs, malheureusement, c'est ce qui se passe. Pourquoi un seul étage? Souvent on me dit, mais moi j'ai des super cuves-vapeurs, j'ai 3 étages. Ok, aucun intérêt. Pourquoi? Parce que même si vous achetez du bio, il y a toujours ce qu'on appelle des pesticides, des toxiques de contact, de surface. Et quand vous avez plusieurs étages, ce qui cuit au-dessus va contaminer ce qui cuit en dessous et en dessous. Donc aucun intérêt. Un seul étage de cuisson, ça vous permet vraiment d'éviter de contaminer ce qui est en dessous et ça retombe directement dans l'eau. L'avantage du vitaliseur, c'est que ça s'adapte à tous les feux, gaz, induction, vitrocéramique, électrique. Pourquoi cuire avec le vitaliseur, c'est important? Parce que ça permet de préserver les qualités nutritionnelles, car il faut savoir que si vous respectez les aliments, et ils vont conserver leurs vitamines, ils vont conserver leurs sels minéraux, ils vont conserver leurs nutriments, leurs oligo-éléments et bien entendu tout le meilleur. En fait, vous respectez l'aliment et vous allez le sublimer.
Le cuivapeur, en tout cas le Vitalizer de Marion, va vous permettre d'éliminer ce que je vous ai dit, les toxiques et les pesticides de contact, ainsi que les mauvaises graisses. Si c'est une cuisson respectueuse, bien entendu, du coup, ça va faciliter la digestion. Ça permet de préserver les qualités des aliments sans les dessécher. Et quand on cuisine, du coup, sans gluten, on est très content de cuire à la vapeur douce. Et demain, on cuisinera au four ou au vitaliseur le gâteau. Ça respecte bien entendu les textures, les couleurs. Les légumes n'ont absolument pas la même couleur au vitaliseur que dans un autre cuit-vapeur ou une autre cuisson. Ça préserve donc du coup les goûts des aliments. C'est important parce que vous allez prendre soin de votre santé. Et souvent on dit, mais qu'est-ce qu'on peut cuire d'autre au vitaliseur que ces légumes? Eh ben, on peut tout cuire. On peut cuire les légumes, on peut cuire les fruits, on peut cuire les céréales, on peut cuire les légumineuses, on peut cuire les poissons, les coquillages, les œufs, la volaille, la viande rouge, des cakes, des gâteaux, le pain, des yaourts, ça peut servir de yaourtière. On va faire fermenter le levain, on va faire fermenter les yaourts, on peut faire pousser les pâtes. On va pouvoir faire fondre sans agresser les matières solides, le ghee, le beurre, le chocolat, le beurre de cacao, l'huile, la crème de coco. On peut également mijoter, réchauffer, décongeler, maintenir au chaud et cuire plusieurs aliments dans différents contenants en même temps. Donc on n'a plus besoin de micro-ondes. Le four, bien entendu qu'on peut le garder pour faire... si on aime faire des gratins, des choses comme ça, puisque c'est le seul inconvénient, j'avais dit tout à l'heure qu'il n'y a pas d'inconvénient au vitaliseur. Bon, le seul inconvénient, c'est qu'on ne gratine pas. Mais voilà toutes les possibilités qu'on peut avoir avec cet appareil qu'on va beaucoup utiliser prochainement et particulièrement dans les ateliers. Si vous deviez faire un cadeau à votre santé, c'est cet ustensile. Après, en appareil, oui, avoir un blender, c'est bien aussi, parce qu'avec un blender, on peut faire des veloutés, des potages, des sauces, on peut blender, moi je fais même mes farines avec. On me demande souvent, qu'est-ce que vous pensez des extracteurs? Oui, j'en ai un. Moi j'ai le Jazzmax, mais ça fait des années que je l'ai. Je ne compte même plus le nombre d'années depuis que j'ai cet appareil. Mais un extracteur de jus, c'est quand on investit dans un extracteur de jus, c'est pas pour faire des jus de fruits, c'est pour faire des jus de légumes. Au maximum, 20% de fruits pour 80% de légumes. On n'investit pas dans un extracteur pour se faire des fruits. Le meilleur extracteur de fruits qui existe, c'est vos dents. Il faut mastiquer votre fruit. Les fibres des fruits sont très importantes. Mais après, moi, mon extracteur, il me permet aussi de faire des caviars, des purées d'oléagineux, des houmous, des pâtes, parce qu'il a toutes ses fonctions. Après, ça prend de la place, mais il faut être sûr de se faire un jus de légumes tous les jours. Si on achète un extracteur de jus pour se faire un jus de légumes de temps en temps, ça prend de la place dans la cuisine. Au bout d'un moment, comme ça prend la poussière, vous allez le mettre au placard, dans la cave, au garage, vous n'allez plus vous en servir. Donc, en ustensile de cuisine, vraiment, la priorité, c'est cuire à la vapeur douce, un blender, une poêle, une casserole en inox 18-10. Et je pense ne rien avoir oublié. Si j'oublie quelque chose, vous me dites. Les marrons, c'est top. Ah bah oui, là en ce moment, c'est la saison des châtaignes. Faire les châtaignes au vitaliseur, c'est génial. D'ailleurs, on va faire... c'est vendredi soir, on fait un velouté de châtaigne. C'est complètement de saison et il n'y a pas plus doudou réconfort qu'un velouté de châtaigne. Alors, pourquoi manger sainement, c'est important? Parce que si on ne mange pas sainement, on va nuire à sa santé. Alors, on ne s'en rend pas compte tout de suite, parce que tant qu'on est en bonne santé, souvent les jeunes me disent « Oui, mais moi, c'est pas grave, je peux manger du fast-food tous les jours, je suis en bonne santé pour le moment. » Oui, pour le moment. Mais dans quelques années, ça va être la dégringolade très rapide. Donc, ce qui nuit à la santé, c'est les graisses saturées, les graisses trans, les margarines, tout ce qui est beurre tartinable et très marketing, très commercial, anti-cholestérol, anti-je sais pas quoi, non, vous achetez pas ces choses-là. Les produits light, tout ce qui est 0%, on l'évite au possible. Les céréales blanches, les sucres blancs, les édulcorants, aspartame, toutes ces choses-là, on évite. Tous les produits industriels transformés, ultra transformés, les plats tout prêts, les jus de fruits, les sodas, les conserves,
les fameuses céréales du petit déjeuner, les viennoiseries, les fritures, les cuissons au beurre, les grignotages devant la télé. Mais qu'est-ce qui peut nuire encore à la santé? Alors, toutes les crèmes dessert, les yaourts, très honnêtement, il vaut mieux manger un bon morceau de fromage de chèvre ou brebis que de... Déjà, un yaourt, ça se mange pas, je vous le dis toujours, je le dis très souvent. Un yaourt, ça se met en bouche, ça s'aspire, ça s'avale. On ne mastique pas le yaourt. Hein. Mastiquer, ça devient à la mode, on entend beaucoup parler. Moi, ça fait des dizaines d'années que je vous le dis. La première étape de la digestion, ça commence ici. Pourquoi ? Parce que si on a des dents, ça sert à mastiquer. Le tube digestif, c'est le début, c'est la bouche. Hein. Le Vitaliseur, il ne livre pas en Grèce. Si, Catherine, il livre partout dans le monde, même aux États-Unis. Oui. Si. Alors, le déshydrateur, bien entendu. Mais alors, qui c'est qui m'a posé cette question? Catherine. Le déshydrateur, j'en ai un, j'en ai même deux. Mais ça vient vraiment après. Parce que si on investit en premier dans un déshydrateur, non, on commence par la base et puis après on décline en fonction de ses besoins, en fonction de comment on évolue au niveau de l'alimentation santé. Mais le déshydrateur, oui, c'est top. J'ai même pas eu le temps de faire les figues déshydratées cette année, j'en aurai pas pour l'hiver. Alors du coup, je regarde un petit peu les questions. Je vois Katika a dû répondre, je vois pas qui. Le Vitaliseur, oui. Le Vitaliseur, vous pouvez payer en 3 fois. Donc le Vitaliseur, si vous êtes intéressé, vous revenez vers moi. Je vous envoie un code promo qui vous fait avoir 25% sur le prix hors promo. Ce qui veut dire qu'en ce moment, le pack Grand Chef avec la soupière en inox, je l'ai où? Allez, elle doit être là. Donc vous avez la soupière en inox et vous avez le moule à cake ou à gâteau, vous revient à 249 €, frais de port inclus. Je précise que si vous n'achetez pas le pack, vous ne pourrez pas commander la soupière en inox ou le moule à gâteau. Ils ne se vendent pas seuls. Ils font partie uniquement du pack. Donc très franchement, il vaut mieux investir dans le pack dès le début. Hein. Quelle différence de cuisson, basse température et les produits Ecovitam, je ne connais pas. Alors, comme c'est à la mode, la cuisson basse température, on en entend de plus en plus parler. Il y a plein de gammes qui se développent en cuisson basse température. Pour ceux qui se connectaient sur les précédents lives, vous savez que j'ai le... il est caché derrière, là. Hop. Je pousse le blender. Je pousse le gâteau. J'ai moi aussi l'omnicuiseur, mais ça c'est encore un appareil supplémentaire dans lequel on peut investir, mais là on est sur un budget qui est 5 fois supérieur au Vitaliseur. Hein. Donc vraiment au début on s'y intéresse à l'alimentation santé. Le Vitaliseur de Marion, il va vous durer toute une vie, c'est de l'inox, c'est indestructible. Et puis pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin dans cette cuisine saine, on abandonne les fours et on investit dans un omnicuiseur qui permet de cuire à la vapeur douce, mais on peut aussi rôtir, griller avec. Oui, l'omnicuiseur Attica, c'est ça, il est là. Allez, je pousse tout, comme ça je vais vous le montrer. Et ça, c'est encore autre chose. Donc il faut avoir une grande cuisine, il faut avoir des grands plans de travail pour pouvoir tout mettre. Hein. Pourquoi faut-il la soupière, Hélène? Ça permet de cuire, ça permet de cuire les soupes, hein, parce que dans le Vitaliseur, on peut tout cuire. Mais les soupes, on peut faire des cuissons bain-marie de ses céréales, de ses légumineuses, on peut faire des currys, ça permet de cuire au bain-marie. Catherine, 240 € plus le transport. Ah, je vais t'envoyer un petit message tout à l'heure. Après, je vois, peut-on faire la purée d'amandes nous-mêmes? Oui. Alors, bon blender, moi, je suis pas trop pour. Les purées d'oléagineux, moi, je les fais avec l'extracteur parce que du coup, ça permet un broyage doux. L'extracteur, on ne va pas être sur quelque chose de doux. Hein. Ça mixe très vite et ça mène même une surchauffe. Hein. L'extracteur de jus, en l'occurrence, moi j'ai le Jazz Max, il permet de le faire. Je voulais aussi simplement parler très rapidement, il est déjà 19h20.
allez, dans 5 minutes, il faut que j'ai terminé parce qu'autrement, je ne vais pas pouvoir sauvegarder la vidéo. Parler des temps de trempage. C'est vraiment une base. Demain, on va faire la recette avec le riz. Il faut mettre votre riz à tremper ce soir. Il faut qu'il trempe un minimum de 8. De 8, on va dire, à 12 heures. Donc, riz, quinoa, c'est minimum 8 heures de temps de trempage. Si ensuite vous voulez les faire germer, le riz c'est possible, ça demandera 1 à 3 journées. Le quinoa, lui, il ne germe pas. Le sarrasin, il faut le tremper au moins quand même 30 minutes, quitte à rincer 3 fois 30 minutes et il va germer très rapidement. Tout ce qui va être légumineuse, il faut les faire tremper impérativement 24 heures. En jetant plusieurs fois l'eau de trempage. Quand je parle d'eau de trempage, on va toujours vers des eaux de source ou filtrées. On peut les faire germer, ça va demander 3 à 4 jours. Le fait de tremper vos céréales, vos légumineuses, va permettre déjà de diminuer le côté acidifiant de la céréale ou de la légumineuse, de faire tomber quand même pour le riz un maximum d'arsenic dans le fond du saladier. Et c'est surtout que ça va réduire le temps de cuisson et du coup réduire l'index glycémique. Le riz là, semi-complet basmati, en temps de cuisson, qu'est-ce qu'ils mettent sachet, il n'y a pas de temps de cuisson. Mais c'est au moins, je pense, quand on est sur du complet, c'est au moins 25-30 minutes. Vous réduisez de moitié le temps de cuisson, le fait de tremper. Pareil pour les légumineuses. Hein. Plus vous les trempez, plus vite elles vont cuire. Les temps de trempage, Nathalie, je vous avais pas envoyé les temps de trempage de tout ce qui était graines de courge et oléagineux, mais à la limite, il faut que je refasse le live sur tous les temps de trempage. Parce qu'il est déjà 22, va falloir qu'on se quitte si je veux sauvegarder la vidéo. Quand on met à tremper, c'est normal, car toute l'eau est absorbée. Oui, il faut remettre de l'eau. Une fois germé, peut-on mettre au congèle? Cuit, oui. Surgeler une graine germée comme ça, crue, moi je le ferai pas. Il faut le faire en petite quantité. Souvent on me dit, mais je vais en faire en grosse quantité. Non, pareil pour ces amandes, quand on les met à tremper, on se trempe ce qu'on va consommer dans la journée. Pas d'intérêt, enfin de toute façon je ne vous conseille pas de tremper pour la semaine. Hein. Avez-vous une bouilloire, Sophie? Laquelle? En inox? Alors, oui, Émilie, je vais vous la montrer. Elle est où? Elle est en verre, elle est en inox. Regardez comme l'eau de Nogent, j'ai fait bouillir de l'eau pour mettre dans une bouillotte. Regardez le calcaire, en une fois. L'eau de Nogent est extrêmement calcaire et j'avais pas utilisé le filtre. Donc elle est en verre, en inox, c'est la guiole. Quand je vous dis qu'il faut éviter de boire l'eau du robinet, voilà, tout à l'heure quand j'ai fait bouillir, j'ai vu après le calcaire, je vais le garder pour leur montrer. Comme quoi l'eau est extrêmement traitée, il ne faut pas boire cette eau, il faut la filtrer. Ok, je vais programmer le live sur tous les temps de trempage. Je fais attention, il est 23. On torréfie après trempage les amandes. Très honnêtement, si vous voulez les torréfier, pas la peine de les tremper alors. Puisque si vous les trempez et qu'après vous les chauffez, la chauffe, le trop chauffé va tout détruire. Allez, encore une ou deux questions si vous voulez. C'était très vite. J'espère que j'ai pu vous donner quand même beaucoup d'infos. Comme à chaque live, je vous dis tout le temps, vous n'hésitez pas, s'il y avait des questions, vous me faites des petits messages. On se retrouve autrement demain. Donc j'ai choisi le créneau de 11h, puisqu'on sera le 11 à 11h. Bonsoir Isabelle. T'arrives à la fin, on va se quitter. On se retrouve demain à 11h, on va voyager, on va partir en Inde. On va faire un riz absolument génial. Ça va sentir bon dans votre cuisine. Et puis ensuite, on se retrouvera à 15h pour le fameux gâteau de patates douces. Il a tombé. Je pense que ça, c'est quelque chose que vous allez garder aussi dans vos basiques au niveau des recettes. Je vous poste là juste après les ingrédients pour demain. Mettez à votre riz à tremper. Mettez aussi les pois cassés à tremper dans de l'eau de source ou filtrée. Je pense que je vous ai tout dit. Si j'ai oublié certaines choses, je n'ai pas été assez complète dans mes explications, vous me demandez et je referai quelque chose. Mais c'est vrai qu'une heure, ça passe très vite. Du pain. Oui, de toute façon, on va faire du levain dans les prochains lives et on va faire du pain.
Je vous souhaite à tous une très très belle soirée. Je vous dis à demain 11 h. Et en attendant, n'attendez pas pour prendre votre santé en main. Bye bye.